Ce qui a motivé la création, c'est qu'en cette année 2021, qui était une année commémorative de la Commune de Paris de 1871, ça nous a donné envie de travailler sur la figure de Louise Michel, mais en donnant son versant algérien, qui était pour nous Fadma N'Soumer. Et au-delà de ces deux personnages historiques féminins, on a pensé que c'était intéressant d'inscrire la Commune de Paris dans un ensemble d'événements qui étaient plus vastes et qui ne s'arrêteraient pas seulement à cet endroit de Paris, mais entendre les différents échos qu'il y a eu, et notamment avec l'Algérie, notamment avec la Kabylie, et du coup donner une autre perspective à cet événement-là qui d'habitude n'est vu que par le prisme parisien. La Commune de Paris a été précédée de quelques jours par la Commune algérienne qui s'appelle la révolte des Mokrani. Et cette révolte-là de 1871 qui a levé près d'un tiers de la population algérienne contre l'impérialisme français a été initiée par des révoltes qui étaient plus sporadiques et qui ont éclaté dès le début de la grosse colonisation dès 1830 avec notamment Fadma N'Soumer qui va mener des combats jusqu'en 1857 contre Randon et qui va arriver à infliger des défaites, même si bien évidemment elle va ensuite être arrêtée et si la guerre va être perdue, mais elle va lancer une conscience collective. Et puis c'est une femme qui va aller à l'encontre des règles de l'époque, à l'encontre de sa famille, d'un mariage qu'elle va refuser. C'est quelqu'un qui est aussi une enseignante qui va être enseignée à l'école coranique à Soumer, c'est vrai qu'on dit Fadma N'Soumer, et qui va arriver donc à faire ce qu'on dit souvent, c'est ce que les hommes n'arrivaient pas encore à penser à l'époque, c'est réunir les tribus, c'est essayer de réunir les tribus kabyles contre un même envahisseur, ce qui sera fait par la suite par Mokrani. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a la même année, il y a insurrection en Algérie, insurrection en France avec Paris et la Kabylie de manière plus précise, elle est connue en Algérie encore une fois, comme la révolte des Mokrani. Mais ce qu'il a initié avant, notamment Fadma N'Soumer, c'est quelque chose qui a été oublié par l'histoire. Et on sait que très souvent, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et même dans le clan des vaincus, on pourrait dire, même dans le clan des dominés, ensuite, le rapt du pouvoir et le rapt de la mémoire se fait par le masculin. C'est quelque chose qu'on a voulu renverser à travers cette histoire-là et le destin croisé de ces deux femmes. Yeman N'Dounit, c'est, comme vous l'avez dit sur scène, c'est un personnage de son et de lumière qui est matériel et qui apparaît telle une voix subliminale qui englobe, qui protège et qui n'est pas Dieu mais qui est la transmission des mémoires et qui va aider Fadma dans la mort. C'est-à-dire qu'une fois que Fadma va mourir dans le monde des vivants, elle va par contre rester dans la mémoire collective des Kabyles et c'est elle qui va ensuite conseiller également Louise Michel, et ce lien-là est possible par ce personnage de Yema qui est la première mère du monde en Kabylie, qui est ce personnage qu'on retrouve des sociétés matrilinéaires où la femme avait une place beaucoup plus importante et qui est aussi appelée la sorcière, c'est toute la sorcière. Donc il y a cette ambivalence de ce personnage-là qu'on retrouve à travers les trajectoires de Fadma N'Soumer et de Louise Michel, parce que lors de leurs procès respectifs et dans les archives, on entend sans cesse des colibés quant à leur sexualité. Par rapport à leur célibat ou non, elles sont également traitées de sorcières et c'est intéressant de voir comment quand les femmes aujourd'hui prennent le pouvoir dans un but simplement de défense de la vie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une prise du pouvoir qui est différente d'une prise de pouvoir d'un guerrier ou d'un homme de pouvoir comme on voit Thiers dans la pièce ou comme on voit Napoléon III par exemple. Là c'est différent, il s'agit de défendre la vie. Et ce personnage de Yema est quelqu'un de magique, une puissance bienfaitrice, qui va, comme je l'ai dit, guider Fadma N'Soumer et qui ensuite, de l'au-delà, va demander à Fadma N'Soumer d'aider Louise Michel.
Ce que Fatma va d'abord refuser, parce qu'elle, aider une Française, alors qu'elle s'est justement battue contre la France, ça bloque. Et Yema Nendounid va lui rappeler que les Kabyles ne sont pas tous des saints, que si elle a été arrêtée, c'est par des trahisons d'autres Kabyles au sein de son propre clan, mais que par contre, si une femme n'aide pas une femme, qui va le faire? Et c'est à partir de là que Fatma Nsoumer va vraiment guider aussi Louise Michel dans la lutte. C'est à cet endroit où la fiction rejoint l'histoire et où tout l'imaginaire de Virginie Emon a complété ce qui manquait dans la trajectoire de ces deux femmes qui ne se sont pas connues. Par contre, à travers le rêve, à travers la poésie, on rejoint ces deux luttes-là qui ont réellement existé, puisque les insurgés kabyles et les insurgés parisiens vont être envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie. Ils vont se révolter contre l'Empire français et ils vont perdre de manière assez brutale. Et tous ces insurgés vont se retrouver en Kanaki, où justement aussi la puissance française est en train de spolier les terres des indigènes Kanaks. Et là encore, il y a ce conseil de cette transmission de Yema qui dit rappelons-nous ce qu'ils ont fait à l'Algérie, comment ils ont transformé les premiers colons qui étaient des crève-la-faim en des dominants. Est-ce que nous, Kabyles, une fois en Nouvelle-Calédonie, on va faire pareil et puis, sous prétexte d'avoir un lopin de terre, prendre la terre des Kanaks? Et c'est à cet endroit-là que Louise Michel était quelqu'un d'une vision et d'un courage assez extraordinaire, parce qu'elle va se dissocier complètement des communards qui vont penser qu'à réduire leur peine pour pouvoir vivre décemment et cesser d'être des bagnards. Mais certains, comme Aziz Haïdad, qui était le fils du cheikh Haïdad qui avait mené l'insurrection en 1871. Son fils était envoyé en Nouvelle-Calédonie, il va rencontrer Louise Michel, il va rencontrer des bagnards, et une poignée des Kabyles et une poignée des Parisiens vont se joindre aux luttes des indigènes pour la protection, encore une fois, des leurs, de leurs enfants et de leurs terres. Virginie, dès l'écriture de la pièce, parce que c'est elle qui a dirigé l'écriture de la pièce et qui a donné les pistes de mise en scène, voulait que la musique soit présente sur scène. Parce que la poésie et la musique est souvent ce qui reste quand on n'a absolument plus de moyens de se défendre et quand on est soumis à l'extrême solitude. Ce qui peut paraître comme superficiel au premier abord devient souvent essentiel pour ne pas sombrer dans la folie. Et parce que la musique est également fortement présente dans la tradition kabyle, dans la culture algérienne et dans la tradition orale aussi bien à Paris à cette époque-là. Les chansons sont extrêmement importantes. Ils jouent un rôle de poésie, de conscience politique, d'énergie collective. Donc il y a 3 comédiens sur scène, dont un qui est également musicien, et on mélange 2 choses, l'instrument acoustique qui est joué, et puis d'autre part des compléments de musique additionnels qui sont envoyés sur scène, qui ont été composés et qui sont, tout comme la voix de Yema, spatialisée, c'est-à-dire qu'il y a un trajet du son pour avoir un effet cinématographique. C'est comment justement englober et comment cette voix de Yema dont on parlait est portée par une musique intérieure qui est la sienne, mais qui est aussi celle qui contextualise les différentes luttes de 1871, que ce soit à Paris ou en Algérie.